Alors, mais en fait, pour comprendre finalement Marvel dans les années 90, il faut aussi reconnaître que Image Comics est apparu dans le lot hein, à ce moment-là, qui a été créé donc d'artistes de chez Marvel qui en ont eu un peu marre. Alors, les 7. Vas-y. Il y avait Jim Lee, il y avait Eric Larsen, Rob Liefeld, Will Portacio, Marc Silvestri. Est-ce que j'ai dit Larsen? J'ai un air Euh, de déjà vu avec je les vais m'aider de conventions, moi. mon. Non, je crois. Ah putain, McFarlane et Valentino. Todd McFarlane et Jim Valentino. Putain, j'ai oublié Todd McFarlane. Quand même, c'est pas sérieux tout ça. Donc bref, ce sont ces 7 gars-là qui étaient chez Marvel à une époque où il y a des ventes. C'était du jamais vu pour l'époque. Ça l'est encore aujourd'hui. Hein, on y reviendra juste après, mais voilà, ça fait des gros chiffres. Et ils en auront un peu marre, et du coup ils décideront de partir de chez Marvel pour fonder Image Comics. Et pour entrer un peu plus dans les détails, on va quand même un peu aborder les chiffres, hein, parce que les chiffres c'est important. Parmi les plus les plus grosses ventes dans le monde des comics, alors là ce qu'on montre à l'écran, hein, c'est les classements qui existent encore aujourd'hui, hein, ça n'a pas changé. Enfin, il y aura quelques numéros qui sortiront après, mais donc ça pour montrer que c'est bien un classement actualisé à 2024. Donc le comics le plus vendu de tous les temps, c'est le X-Men numéro 1 de 91, écrit par Chris Claremont et illustré par Jim Lee. Alors les noms qui sont en jaune, ce sont les 7, hein, pas comme dans The Boys, on est les 7. Donc voilà, ce sont les 7 créateurs qui sont partis pour fonder Image Comics, donc voilà, pour aussi indiquer quelle est leur place dans ce classement-là. En deuxième, on a le X-Force numéro 1 de 91, qui lui s'est vendu à 5 millions, là où le X-Men s'est vendu à un peu plus de 8 millions. Ensuite, on a le Adventures of Superman numéro 500, qui lui date de 93, avec 4 millions d'exemplaires. On a le Superman 75, également en 93, qui s'est vendu à 3 millions. Le premier Spider-Man de 90, qui s'est vendu à 2 millions 5. Et le premier numéro de Spawn de 92, qui s'est vendu à 1 million 7. Donc voilà, en l'espace de allez, 3 ans, on a les plus gros succès de comics. Alors il faut quand même noter que Spawn est quand même une création d'image, donc voilà, c'est un peu après coup, mais ça montre aussi qu'à cette époque-là, et ce serait important pour la suite, on a un monde des comics pardon, qui brasse du chiffre, hein. Autant en argent qu'en tirage de comics, il y en a plein. Donc on est dans une période où il y a beaucoup d'argent qui circule et une popularité quand même assez croissante pour ces créateurs-là. Ouais. Euh, donc ça a son importance, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'à cette époque, tu suis des Euh, univers, mais tu suis aussi des auteurs. Bon, oui, ça, ah c'est oui, ah encore un peu ben, vrai aujourd'hui, McFarlane, hein, tu me diras, mais ça l'était vraiment dans les années 90. c'était limite des rockstars. Bon, des rockstars pour les fans de comics, qui quand même à l'époque était une sous-culture. Des comic Mais stars, donc. dans ce monde-là, oui. Euh, ouais, donc à l'époque, des rockstars pour. Oui, des comic stars, du coup, en effet. Ouais, Les bon, qui on font joue pas pas de sur les mots. rock. Euh, Oui, exactement. Mais voilà, donc à l'époque, pour les fans de comics, voilà, t'as un nom sur le truc, t'achètes quoi. Exactement. Encore plus qu'aujourd'hui. Enfin voilà, en convention, ça faisait gros succès. Enfin voilà, des comics stars. Donc on a beaucoup de chiffres, de ventes, etc. Mais comme chez Marvel, comme chez DC d'ailleurs, les contrats, la nature des contrats des scénaristes et des dessinateurs de ceux qui font la couleur, enfin voilà, tout le staff, c'est que quand tu bosses pour eux, toutes tes créations ne t'appartiennent pas. Tu crées pour Marvel, c'est ce qu'on appelle du work for hire. Donc tu es engagé pour quelque chose, pour quelqu'un. Donc on peut s'imaginer que quand un X-Men fait 8 millions d'exemplaires et que t'es pas augmenté, oui on peut comprendre que Jim Lee est un peu les boules quoi, pour être un peu vulgaire. Donc ça se comprend. Euh, donc en fait, tout simplement, en plus, le monde des comics historiquement est vraiment pas très sympa envers ses créateurs, hein. Les créateurs de Superman, Siegel et Schuster, ont un peu fini, pas pauvres, mais vraiment loin d'être riches, hein. Ils étaient vraiment très modestes, alors que vrai, bah, ils ont vendu le personnage de Superman à DC
$200 à l'époque, ce qui était quand même mieux qu'aujourd'hui, mais qui était vraiment pas dingue, surtout quand on voit que c'est Superman quoi. Donc ces sets-là ont pas vraiment envie de connaître le même sort. Du coup, ils partent et ils se disent bon on va aller chez on va créer notre truc, on va créer notre recette qui sera mieux pour nous, qui sera mieux pour les créatifs. Qui sera donc Image Comics, comme on l'a dit tout à l'heure, qui fonctionne, sa plus grande démarcation en termes de fonctionnement dans l'industrie, c'est que les artistes qui travaillent là-bas, ceux qu'ils créent, sont à eux. Ils gardent leur propriété intellectuelle. Image prend un certain pourcentage pour distribuer, etc. Mais ils ont la propriété de leurs personnages, de leur création, pour en faire des séries, pour ne pas en faire, pour les produits dérivés, tout ça, tout ça. Donc, c'était quand même vraiment pas trop mal pour les créateurs. Tu n'auras pas quand même l'effet escompté au début. Alors, au tout début, si, parce que Image arrive, comme on l'a vu tout à l'heure, Spawn fait 1,2 million. Donc voilà, pour un titre d'un éditeur indépendant, c'est inimaginable. Pour un nouveau personnage en plus. Euh, donc ils arrivent, ils pètent pas mal des portes, pas mal des barrières historiques qu'il pouvait y avoir. Et ça un peu chamboule tout. Voilà, on est arrivé d'un troisième pôle. C'est comme la politique française. Quand t'as un troisième pôle qui arrive, ça déstabilise tout. On sait plus trop où sont les repères et ça peut un peu foutre la merde. Là, c'est pareil. Beaucoup de choses ont changé. Et sauf que ces artistes-là, c'est pas forcément non plus des très bons businessmen, des très bons managers, et ils savent pas vraiment comment gérer une entreprise. Et bon, il y aura aussi quelques tensions internes entre certaines personnes qui, enfin, voilà, bref, des trucs habituels qui peuvent arriver. Mais ils n'ont pas su vraiment régler ça en interne. Du coup, Image a quand même Bah, pas mal ça se voit, le mec à gauche, souffert. il est déjà en train de leur faire un fuck, non? Oui, je pense que ça devait être un peu prémonitoire. Ils auraient dû s'en rendre compte, hein, finalement, les preuves étaient là, hein, Ouais, ce qui est un peu dommage. l'image résume bien ça, je trouve, non? Oui, oui, oui. Alors, je sais plus qui c'est sur la photo là pour le coup. Ah bah je les reconnais pas tous les sept Je, non je plus. Je dirais même que reconnais. il y en a un, c'est celui à droite, il me fait penser au Gypsy King à chaque fois, j'arrive pas à savoir qui c'est. Mais après, c'est peut-être parce que j'ai baigné dans les Gypsy King, et du coup, des fois, je vois des Gypsy King partout. Oui, ouais, peut-être. Là, j'avoue que je n'ai pas la rêve des fins. Je sais qui c'est Gypsy King, mais alors pour les reconnaître visuellement, j'y suis pas là. Alors, juste pour compléter du coup ce que Euh, tu as dit tout à hmm, l'heure, parce que c'est quand même assez important, le débat du on crée des personnages mais on n'a pas grand chose en retour, ça donne un peu une mauvaise image de Marvel et DC. Alors, dans un sens, c'est vrai, mais il faut savoir que Marvel et DC a quand même sa propre argumentation. Donc, c'est-à-dire que d'un côté, tu as l'auteur qui dit je crée des personnages et j'ai rien. Et d'un côté, donc tu as les éditeurs qui disent non mais on te paie en tant que créateur, créer des personnages, c'est ton boulot. On te paie pour faire ça. Donc on va pas te payer encore une deuxième fois pour ça. Donc voilà, c'est un argument, enfin, c'est une discussion de source, ce sont des arguments difficilement opposables. Donc du coup, ça a été assez compliqué et donc sans surprise, les 7 rockstars ont quitté la maison. Du coup, Image, ça commence un peu à devenir tendu. Et fin 90, ça se casse quand même pas mal la gueule. Alors ça disparaît pas complètement. À partir, ouais, début des années 2000, bon, ils peuvent, je pense, pas mal dire merci à Robert Kirkman avec Invincible, avec Walking Dead, qui est un peu, je pense aussi, un peu marqué le début d'une nouvelle ère pour Image, qui s'est quand même un peu, alors qu'il fait plus les chiffres d'avant, mais qui est quand même progressivement, au fur et à mesure du temps, a réussi à gagner une place qui finalement reste la même, voire augmente petit à petit, comme étant le premier éditeur indépendant et finalement proposer des choses différentes et un fonctionnement différent qui permet aux artistes de temps en temps aller voir ailleurs pour proposer leur propre truc et pas juste bosser pour Marvel et DC si ça leur plaît pas quoi. Donc oui aujourd'hui Image c'est Invincible, c'est Saga, c'est The Walking Dead. Alors j'ai mis Jupiter's Legacy parce qu'avant alors à Angers j'avais mis Savage Dragon et c'est vrai que c'était peut-être pas le plus représentatif parce que bon ça a surtout fonctionné dans les années 90. Voilà, alors ce sera jamais au niveau d'un DC et de Marvel, mais ça leur permet de se placer en mode, ben voilà, on est là, on fait des trucs et on partira pas. Et ça permet un peu d'avoir des choses différentes, quoi. Hein. C'est quand même pas plus mal, hein, parce que DC Marvel c'est bien, mais bon, de temps en temps, c'est bien d'aller voir ailleurs. Moi, par exemple, mon comics préféré c'est Invincible.
pas d'image, pas d'invincible. Ce serait quand même bien bien dommage. Bah, je sais pas si tu l'as dit, mais Image est le numéro un de toute façon en termes de comics indépendants, hein. Donc si Mm, vous voulez, bien sûr. donc déjà c'est pas pour rien, c'est un gage de qualité. Donc si vous voulez lire autre chose que du super-héros, bon, déjà félicitations. Mais dans l'idéal, taper dans du Image Comics, il y a quand même pas mal de valeurs sûres dans cette écurie. Oui, y a pas, je pense qu'il n'y a pas de mauvais choix. Alors, je pense pas mettre trop, avoir pris trop de risques dans ces choix, mais en même temps, ces choix-là sont aussi quand même de manière universelle assez bien vus et critiqués. Donc, Mhm. Moi, parmi les quatre, je pense que mon cœur balance quand même pour Saga, mais j'adore les quatre. Ah, c'est mon tour. ouais, Alors, les années 90 dans le monde des comics sont aussi connus pour leur partie graphique. Donc là, ce n'est pas forcément dû à Marvel, hein. Là, c'est vraiment l'industrie du comics au sens large. Il y a plusieurs codes au niveau des dessins qui ont été mis en place. Et comme vous allez le voir, des codes qui, Dieu merci, sont à présent derrière nous. Alors il y a des nostalgiques qui vont râler, mais pour les autres, vous allez dire quelque chose du genre Alléluia. Alors on avait commencé la convention avec un petit jeu où il fallait tout simplement deviner quelle était l'image qui venait des années 90. J'avais proposé 3 fois ce mini-jeu-là. Ils se sont plantés juste sur la deuxième image. Donc là, ils ont trouvé que c'était celle de gauche. Donc pas de souci. Sur la deuxième image, la personne qui a donné sa réponse s'était trompée. Elle m'avait dit que c'était l'image de gauche. Donc ce qui n'est pas le cas, hein, c'est l'image de droite. On va y revenir tout à l'heure. Et concernant la troisième image, même chose. On avait trouvé que c'était l'image de droite. Donc voilà, c'était un petit jeu assez sympathique. Il n'y a pas grand chose à en dire puisque bah, c'est un peu plus difficile de jouer là avec vous dans le live, mais comme ça vous voyez à quoi ressemblent également nos conventions. Alors là, pour expliquer quels étaient les codes qui étaient mis en place euh, dans les années 90, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait deviner aux gens quels étaient les différents problèmes. Ici, le problème, comme vous pouvez sans doute le deviner, bon, bah, ça c'est une des images les plus connues de l'industrie du comics, hein, de rien. Hein. C'est une image qui est très souvent utilisée pour taper sur les comics et encore plus sur les comics des années 90. Ce gros problème au niveau des proportions, des muscles, enfin c'est pas possible. On sait que les super-héros sont musclés, mais là c'est vraiment pas possible, quoi. C'est pas crédible. On a l'impression du coup qu'il est de côté, mais en même temps de trois quarts. Enfin, voilà, au niveau des muscles, il y a un sérieux problème de représentation. Et voilà, on tape souvent sur les doigts de Rob Liefeld, rien que par rapport à cette image-là, qui encore une fois est entrée dans la légende. on tape souvent aussi, surtout sur les pieds de l'Eiffel. Sur Petit jeu de mots. les pieds de Liefeld. Et que t'es pas dessiné les pieds. Ah, je j'avais jamais fait gaffe. C'est vrai. Ok. Ah oui, oui, oui. Il faudra que j'ouvre les yeux, je suis curieux de voir ça, du coup. Enfin, tu me diras, là, j'ai pas trop l'impression qu'il s'est dessiné le torse de Captain America non plus. Non, mais voilà, ça illustre bien que, bon, comme dit Matt, l'Eiffel et l'anatomie, c'est pas toujours ça, quoi. Un autre code des années 90, c'est concernant les personnages féminins, c'est de leur donner un physique en fait en S, comme vous pouvez le voir. Bon, encore une fois, les personnages féminins ont toujours été plus ou moins sexy dans l'industrie des comics. Donc, je vous rappelle également l'image qu'on a vue il y a quelques instants où il y avait Vampirella sur le côté gauche, mais qui avait des proportions réalistes, qui avait un côté très pin-up comme on avait pu le voir sur certains magazines pin-up de l'époque, justement, mais avec des proportions qui sont envisageables. Tandis que là, le truc de la forme en S, à part si on a une scoliose, c'est quand même difficile d'avoir une stature pareille. Donc voilà, ça c'était de nouveau un code des années 90. Et encore une fois, un gage de qualité. Un autre problème assez connu, bon, l'image à gauche est quand même vachement représentatrice, hein, de ça, c'est les pochettes, les sacoches, les ceintures, partout, tout le temps, sur tous les personnages et pour aucune raison valable. Enfin,
quelles sont les chances que, donc en admettant qu'il y ait des munitions dans chacune des pochettes, quelles sont les chances qu'il soit zéro, quoi. Enfin, c'est ridicule. Donc voilà, ça c'est aussi une mode qui a été quand même été très utilisée dans les années 90 et qui est plutôt derrière nous aujourd'hui. Bon, après, il y a quand même certains personnages qui, voilà, qui sont entrés dans la légende par rapport à ça, qui ont maintenu ces codes, donc notamment Cable, on va le voir aussi tout à l'heure. Mais voilà, le côté pochette partout, ça c'était surtout dans les années 90. Donc voilà, Cable là cette fois, bon, vous voyez de nouveau hein, beaucoup de ceintures, des munitions, des pochettes partout. Mais là, l'image a été utilisée cette fois par rapport aux armes aussi, donc une quantité astronomique d'armes. On se demande pourquoi autant d'armes et avec des dimensions assez grotesques. Là, comme Matt le dit, tu sens le côté film d'action des années 80 blindé de testostérone. Voilà, on est clairement dedans. Sauf que même dans les films de Stallone à la Rambo et tout ça, on n'en est pas là. Euh, ok, avec un arc qui tue 50 000 Vietnamiens, ok, mais il a un arc. Lui, c'est quoi ça? Enfin, c'est. Voilà, ça c'était typiquement de nouveau un code très connu des années 90, même si de nouveau ce côté là est maintenu quand même pour Cable parce que ça fait partie intégrante du personnage pour le coup. Senseiya. J'adore les Chevaliers du Zodiac. Ici, euh, je pense que le code qui est présent est assez facilement devinable. C'est une tendance à utiliser des armures, à mettre en avant des armures. Donc là, pour le coup, c'est Captain America. Alors des fois, c'est amené de manière plutôt crédible. Disons que ça peut coller un peu avec le personnage, on va dire. Et des fois, ça n'a ni queue ni tête. On se demande pourquoi les armures ont été placées. Ça ne va pas avec l'univers du personnage. Des fois, oui, et ça passe, mais la plupart du temps, non. C'est juste le côté l'armure, c'est à la mode. C'est aussi simple que ça. Un autre type de dessin qui est très connu dans les années 90, ce sont les covers spéciales maillots de bain, qui sont inspirés des magazines en fait, qui faisaient énormément de pochettes en maillot de bain. Et c'est ce principe-là en fait qu'ils ont repris. Donc là, le principe pardon, est quand même très simple. Un personnage ou plusieurs personnages connus mis dans une situation particulière en maillot de bain en cover donc du comics et 9 fois sur 10 avec dans l'idéal un personnage féminin au premier plan. Donc là, pour le coup la cover est parfaitement représentative de ce principe-là. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait que des covers avec des personnages en maillot de bain dans les années 90, hein, ce n'est absolument pas ce qu'on a dit. Mais voilà, c'était aussi une petite mode typique de cette année-là. Une autre tendance dans ces années 90, ça va être les vestes. Des vestes souvent en cuir, on ne sait pas pourquoi. Ça a un côté un peu cool, c'est vrai, mais du coup, on a eu beaucoup de personnages qui sont apparus d'un coup avec ce type de veste, sans aucun intérêt. Et voilà, ça a disparu aussi vite que ça a apparu au final, mais c'est vrai que c'est de nouveau. Alors, des fois, on fait pas forcément gaffe, hein, mais une fois qu'on le voit, on se rend compte que ces vestes apparaissent effectivement assez souvent dans ces années 90. Yay, Ah, à mon tour, on c'est va déjà parler tout pour d'économie. les dessins. J'ai été assez vite pour essayer de rattraper un peu le temps quand même. Bah, pour Superboy, ça passe plutôt bien. Et encore une fois, quand t'as un personnage ou deux avec une veste, c'est pas déconnant. Tout comme quand t'as un personnage ou deux en armure, ça va. Le problème, c'est quand du jour au lendemain, t'en as 10 d'un coup qui se pointent en armure ou en veste. C'est surtout ça. Bon, maintenant, ouais, on va parler de chiffres, on va parler d'économie, on va parler de système de distribution. Ne partez pas, s'il vous plaît, ça redeviendra marrant après ça, mais il faut qu'on en parle parce que c'est important. Euh, donc, en très peu de temps, il se passe plein de choses du côté de chez Marvel, qui en 89 est racheté par Ron Perelman, comme d'ailleurs comme la semaine dernière, si vous me voyez faire des mouvements bizarres avec mes mains, il y a toujours des moustiques. Je me suis déjà fait bouffer, mais voilà, je Te limite laisse les pas dégâts faire, si je le peux. Martin. Alors, euh, donc 89, Marvel est racheté par Ron Perelman, dont la citation lui appartient, juste en dessous. L'intérêt pour Marvel n'est pas de créer, mais de rentabiliser ses personnages connus.
sans le gars qui va pousser vraiment une vague créative chez Marvel et pas du tout vouloir l'essorer pour des thunes. Du tout. Donc ça fait toujours plaisir de voir ça. Et avec cette spéculation, cette entrée en bourse, tout ça, on a aussi une multiplication de, des comics collector. On a des couvertures alternatives, des couvertures phosphorescentes. Enfin voilà, tous les gadgets un peu vains et superficiels pour augmenter le prix de manière un peu artificielle des comics. Hein. Voilà, si ma cover elle est phosphorescente, je la fais payer 2 dollars de plus. Voilà, plein de trucs comme ça qui fait que on fait de plus en plus au moment où Marvel entre en bourse, donc qui veut gonfler sa valeur, etc. Donc on est un peu dans un cercle vicieux où et la boîte et les consommateurs sont un peu pris dans le mode on ne va jamais mourir, les comics dans 5 mois, les comics que j'ai, ils se vendront 5 millions. Enfin voilà, tout le monde pense qu'il est immortel et qu'ils ne mourront jamais et qu'ils deviendront riches avec les comics. Sauf que ça tient pas. Au bout d'un moment, vu que c'est une bulle, la bulle éclate. Et en plus, on a aussi un système très propre à la distribution de comics qui fait que dans l'ancien temps, avant les magasins de comics, ils étaient vendus dans des stands à journaux ou dans des commerces plus généraux. Le système de distribution faisait que le magasin commandait un nombre spécifique d'exemplaires. Mais ils n'avaient pas forcément beaucoup de marge, mais par exemple, ils pouvaient ramener les invendus et du coup récupérer la somme sur les invendus qu'ils avaient ramenés. Sauf que les magasins de comics, eux, sont partis sur un autre modèle qu'on appelait le direct market, le marché direct en gros, euh, où avec une contrepartie, avec une marge plus élevée, les magasins de comics espéraient donc faire du bénéfice, mais en contrepartie, ils ne pouvaient pas ramener les invendus. Donc en temps normal, c'est pas très grave parce que on n'a pas tant d'exemplaires que ça. Sauf que là, si voilà, vous connectez les points, on vient de vous expliquer que on a une période où on a énormément d'exemplaires et tout le monde compte sur le fait qu'il y a encore plus d'exemplaires pour faire un profit sur tout ce système. Donc on a de plus en plus d'exemplaires qui s'accumulent partout et le jour où les gens se rendent compte que ça pourra pas durer éternellement, les magasins de comics se retrouvent avec une tonne, euh, mais vraiment, alors peut-être pas littéralement, mais énormément de comics dans les bras et avec aucun moyen de les revendre ou de les ramener, quoi que ce soit. Donc en fait, ils sont juste là et ça a donc entraîné quand même. C'est l'éclatement de la bulle hein, finalement, où les prix s'effondrent, les stocks peuvent plus être ramenés, etc. Donc c'est l'éclatement de la bulle tout simplement. On a des collecteurs qui perdent énormément en valeur. On a des magasins de comics qui décident de fermer. Enfin, pas qui décident de fermer, qui sont en train de fermer justement. Donc voilà, et ça a pratiquement, alors je sais pas si enterrer complètement le monde des comics serait vraiment peut-être un petit peu abusé, mais on est passé pas très loin de la catastrophe. Un peu finalement comme le crash du jeu vidéo au début des années 80. Le marché a réussi à se relever, mais ça a quand même été très compliqué. Euh, donc oui, en plus là, dans la slide, en plus de voilà des produits dérivés, des covers phosphorescentes, on avait aussi des vieux comics qui commençaient à prendre en valeur. Mais pour n'importe qui a fait une demi-heure de cours d'économie, ces anciens comics, s'ils valent cher, c'est parce qu'ils sont vraiment rares et qu'il n'y en a pas beaucoup. Euh, le premier numéro où Superman apparaît, aujourd'hui en circulation, il n'y en a pas beaucoup. Tandis des X-Men numéro 1, tiré à 8 millions d'exemplaires, ça va être un peu moins cher que le 2 ou 3 millions de dollars auquel le Action Comics s'est vendu il y a 1 ou 2 ans. Quoi. Ouais, c'est ça, du coup, Donc le voilà, on côté a. numéro un pour ta propre collection, c'est vraiment chouette. Par contre, pour la revente, t'oublies, quoi. Oui, bah oui, je pense que oui, tous ceux qui ont espéré faire de la collection avec ce qui est sorti dans les années 90, n'y comptez pas trop quoi. Je pense qu'on peut le trouver pour quelques centaines d'euros, je pense, en fonction de l'état, etc. Il me semble que quand j'avais fait un tour à Paris, j'en avais vu, mais oui, sur ce qui est sorti dans les années 90, au sommet
de la saga X-Men et Spider-Man, oui, je pense qu'au mieux on est dans le millier d'euros, mais pas plus loin quoi. Ce qui est dérisoire par rapport aux vrais numéros collector qui eux se vendent vraiment très très cher. Donc on a tout qui se casse la gueule. Et Marvel n'y fait pas exception. Et ça va un peu entraîner, je pense. Alors là, on est à peu près en 80. Ouais, on est milieu des années 90 à ce moment-là. Et Marvel commence une période sacrément compliquée pendant bah, quasiment 15 ans. Pas tout à fait 15 ans, mais je pense que 12-13 ans de période compliquée. Des pertes financières assez conséquentes pour les collectionneurs, même pour aussi pour les. Et en plus de ça, au-delà de l'aspect économique, euh, bah, tous les fans un peu sont un peu déçus par ce qui est en train de se passer, parce qu'en plus à l'époque on ne mettait pas vraiment une priorité sur la qualité des titres. Et vraiment, après oui, la disparition de magasins de comics, de distributeurs, d'éditeurs, enfin voilà, il y avait voilà, comme n'importe quelle bulle, on a énormément de choses qui se sont passées, ça a beaucoup enflé, et paf, ça a éclaté, et tout le monde s'est un peu retrouvé à nu, sans savoir trop quoi faire, et mettre la clé sous la porte quoi, finalement. Ok, bah alors du coup je te laisse, Excuse-moi. je vais pas. Alors, Non, donc, t'inquiète, t'inquiète, c'est pour ça, à quoi bien sûr. ressemble Marvel aujourd'hui? Est-ce qu'effectivement, ils ont continué dans cette même direction ou est-ce qu'ils ont appris de leurs erreurs? À votre avis? Alors, un peu des deux. Euh, C'est-à-dire que l'ancienne logique est encore présente, dans les moindres mesures, mais elles sont encore présentes. Le coût des variantes cover, bon, ça existe toujours, un peu moins, et c'est plus la cover qui, quand tu bouges, tu as les dessins qui bougent, ou avec des cartes à collectionner, des trucs comme ça, mais le principe de la variante cover, qui n'a aucun intérêt si ce n'est vendre plus de fois ce numéro-là, existe toujours. L'autre point, c'est que il existe toujours ce principe des numéros 1. Euh, à une époque, c'était pour ça que les lecteurs de comics râlaient, c'est-à-dire qu'eux, ils se faisaient chier à lire des histoires, à suivre des récits pour que toutes les années ou tous les quelques mois, on te remette les numéros à zéro et qu'on reprenne tout à zéro. Donc là, il y avait un intérêt pour choper un nouveau lecteur. Et puis bah, quand on voit de toute façon à quoi ressemblent les ventes, c'est un fait avéré. Les numéros 1 marchent quand même toujours mieux. Donc voilà, cette logique, ils l'ont encore, même si ça faisait râler les anciens lecteurs. Après, cette tendance a été plus ou moins modifiée quand même ces derniers temps. C'est-à-dire qu'on a alors, des reboots, des relaunchs, il y en a encore, mais maintenant on est plutôt sur des mini-séries. C'est-à-dire que bon, les grandes séries, on les aura toujours, ça ne change pas. Mais on va surtout maintenant parler de run d'auteur ou alors de mini-séries afin de satisfaire un peu tout le monde. C'est-à-dire que tu vas avoir fréquemment des numéros 1, puisque bah, au lieu d'avoir une grande série, tu vas avoir plusieurs mini-séries. Mais d'un autre côté, bah, tu contentes aussi ceux qui suivent depuis le début, puisque tu leur donnes quand même une histoire complète. Donc voilà, ils ont réussi quand même à trouver une sorte de juste milieu. Attention, c'est pas une règle d'or, hein, c'est plutôt une tendance qu'il y a actuellement et qui marche plutôt bien. Donc voilà, on utilise toujours les anciens problèmes entre guillemets qui ont failli faire se casser la figure l'industrie du comics. Donc on utilise toujours les travers, mais de manière un peu plus légère, disons. Donc c'est toujours une situation, disons, délicate, mais qu'ils essaient de mieux maîtriser que par le passé. Eh bien, et Marvel dans tout ça. Donc, comme je l'ai dit sur la fin de la partie de la bulle spéculative, ben ouais, pendant une bonne quinzaine d'années, alors pas tout à fait, mais presque, Marvel c'est la grosse galère finalement. Ils sont un peu toujours dans des batailles internes sur qui va prendre la tête de l'entreprise, etc., etc. Il y a des processus de faillite qui sont quand même mis en avant assez souvent. Alors, je vais pas m'avancer à 100%, mais il y a des rumeurs, alors au mieux des rumeurs, au pire des légendes, qui disaient que à certains moments, Marvel était obligé de vendre le mobilier de leur bureau afin de pouvoir payer certaines factures. Enfin voilà, c'était vraiment très très compliqué. Et un peu là,
l'une des manières qui a permis de les garder à flot pendant un bon bout de temps, c'était de vendre leur propriété intellectuelle, enfin de vendre les droits des adaptations à certains studios, ce qui a un peu divisé, voire même éclaté leur propriété intellectuelle en fait finalement, où la plupart des personnages sont quand même restés chez eux, chez Marvel, mais les personnages les plus bankable, les plus rentables, les plus connus de l'époque, ce qui montre aussi à quel point les choses ont changé en termes de roster les plus connus, que oui, donc Spider-Man, qui a toujours été un gros nom, est parti chez Sony. Tous les personnages style Fantastique et les mutants sont partis à la Fox. Et on a aussi Hulk qui est parti chez Universal. Et donc il faut savoir que Spider-Man, Hulk, les X-Men et les 4 Fantastiques, à l'époque, étaient. C'était, enfin, voilà, c'était autre chose. C'était pas comme aujourd'hui où ils sont un peu plus. Pas en second plan, mais à l'époque, c'était vraiment les superstars de chez Marvel. Donc c'est pour ça qu'on les a mis dans la liste des choses à vendre et qui intéressent aussi les studios. Donc voilà, on s'est retrouvé avec des personnages un peu partout, une marque Marvel quand même assez, alors je dirais pas fragilisée, mais qui est pas non plus unie en un seul bloc, du moins du côté des adaptations. Et on sait que surtout aujourd'hui que les adaptations pèsent quand même pas mal dans un peu la popularité et même ça a un impact sur les comics, donc c'est pas rien. Mais c'est ce qui a permis de les garder à flot. Et mine de rien, le Iron Man premier du nom était quand même un sacré risque parce que c'était un peu ça ou vraiment partir, enfin continuer cette période de faillite et de troubles financiers. Donc c'était vraiment un gros pari Iron Man et bon, ça a très très bien payé. Et bon, Marvel et Disney a réussi à reconquérir un peu son terre-terre et enchaîne les acquisitions de studios comme Thanos collectionne ses pierres. Donc voilà, ils sont revenus pardon, sur le devant de la scène au niveau des comics, un peu sur même le numéro 1, je pense, hein, rien qu'avec la franchise qui a il n'y a pas très longtemps dépassé les 30 milliards. Donc ils ont été dans la merde pendant un sacré bout de temps. Maintenant ça va mieux, donc je pense qu'ils ne sont pas vraiment à plaindre tout du tout. Oui, puis on sait, hein, enfin, les libraires ont déjà dit plusieurs fois, ils jouent là-dessus, hein, c'est-à-dire que, imaginons, tu as un film Iron Man qui sort, ils vont mettre les bouchées doubles sur les bouquins Iron Man. Bon, c'est ce que fait les éditeurs, donc eux ils ne font que suivre le mouvement des éditeurs, mais c'est vrai que souvent ils vont mettre une table, par exemple, spéciale Iron Man. Par contre, on sait aussi que l'impact réel sur les ventes reste minime. C'est mieux, mais ça ne représente absolument pas les masses qui se déplacent au cinéma. Par contre, le rayonnement sur l'industrie des comics, celui-là, il est réel. Et ça reste assez important quand même. Mais après, c'est vrai que l'industrie du comics est tellement complexe qu'on a droit du coup à des situations assez folles, assez inédites. Est-ce que tu peux remettre l'image avec les petites têtes qui est géniale, qui est super bien faite? Et du coup, on a des situations archi complexes. Donc, comme l'a dit par exemple Matt, tu as Hulk au sein du MCU, et tu n'as pas de film solo Hulk. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les droits de Hulk, il me semble. Par contre, étant donné que Hulk apparaît dans les Avengers, ils peuvent quand même l'utiliser dans les Avengers. À côté de ça, l'autre problème, c'est par exemple Vif Argent et la sorcière rouge. Officiellement, ce sont des mutants, donc ils devraient être du côté des X-Men, et d'ailleurs ils l'ont été, mais ben voilà, ils font aussi partie des Avengers, donc ils peuvent aussi les utiliser. Et du coup, tu as plein de situations un petit peu complexes, un petit peu particulières, qui est typique de l'industrie du comics. C'est pareil pour le Caïd, donc qui a carrément une couleur à lui, en gris. Pourquoi? Parce que techniquement, il a été créé dans l'univers de Spider-Man. À la base, c'était l'un des plus grands adversaires de Spider-Man, avant de basculer dans l'univers de Daredevil et de devenir l'ennemi juré de Daredevil. Et du coup, bah, pareil, lui, tu peux théoriquement le retrouver des deux côtés. Et c'est comme ça qu'on a des situations assez folles. Enfin, comment tu veux expliquer au grand public qu'il est normal d'avoir Hulk au sein du MCU, mais qu'il est tout aussi normal qu'il n'y ait pas de film solo
entre guillemets, Hulk fait véritablement par Disney Marvel. C'est vrai que c'est assez incroyable, c'est difficile d'expliquer. Oui, c'est un. Sans toutes les questions juridiques, donc oui, Universal a les droits de film solo Hulk, où il est le personnage principal, mais Marvel a quand même les droits de le montrer à l'écran tant qu'il n'est pas Alors, il me semble que ça arrive bientôt à expiration, donc peut-être que ça va changer là-dessus, mais je n'en suis pas sûr. Donc voilà. Et puis là, pour ce qui a changé aussi dans, dans ce visuel-là, tout le cercle bleu, il est repassé à la maison mère. Mhm. Plus besoin de se soucier là. On peut aussi argumenter que c'est bien d'avoir des choses différentes parce que ça permet d'avoir une compétition et Mhm. voilà. Mais en tout cas, c'est moins séparé. Hop, hop. Donc du coup, ici, on a terminé au final notre convention, mais bon, on va faire quand même un petit point sur les dessins animés et les films. Alors, les dessins animés dans les années 90, ça vous évoque quoi? Alors, c'est difficile de parler des dessins animés des années 90 sans parler du Club Dorothée, puisqu'il a apparu fin des années 80 jusque milieu, fin des années 90. C'est une émission qui a fait des ravages, entre guillemets, sur toutes les autres chaînes, par rapport à toutes les autres chaînes, au niveau de la concurrence, au niveau de la télévision. Quand tu es un enfant des années 80, 9 fois sur 10, ta matinée, tu l'as passé devant le Club Dorothée. Et donc, euh, qu'est-ce qui était diffusé à l'époque dans le Club Dorothée? Ben, vous le savez sans doute, notamment si vous suivez le joueur du grenier, il en parle quand même assez fréquemment. Il y a les mangas, les adaptations de mangas japonais, donc notamment Dragon Ball, puis Dragon Ball Z, Senseiya, mon petit chouchou, Olive et Tom, et j'en passe, Nicky Larson, bon, même si ça c'est quand même déjà un petit peu plus vieux. Donc voilà. Mais bien évidemment, tu avais aussi des adaptations de comics en dessin animé, donc c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et là, il fallait aller du côté Mickens de la Force. Donc c'est ce que moi je regardais en fait. Moi, j'ai toujours été plus Mickens que Club Dorothée. Faut dire, j'étais un petit froussard quand j'étais un petit garçon, donc du coup, Dragon Ball et les Chevaliers du Zodiac, c'était clairement pas ma tasse de thé. C'est une fois que je suis passé dans l'adolescence que j'ai rattrapé un peu tout ça et que j'ai adoré tout ça. Donc voilà, moi j'ai baigné plutôt du côté de Batman et des Tortues Ninja, qui sont deux dessins animés pour ma génération qui sont de grands classiques, hein. Ce sont deux dessins animés qui ont vraiment bercé ma génération. Bon, pour Batman 92, ça traverse hein, clairement les époques. C'est un grand classique que l'on conseille encore et toujours. Pour les Tortues Ninja, c'est un peu plus délicat, il est un peu plus révélateur de l'époque des années 90. C'est plus difficile de le conseiller aujourd'hui. On sait qu'il y a eu un impact euh, déjà sur les fans, mais aussi sur l'industrie du comics, Tortue Ninja, bien sûr, puisque les ventes ont explosé aussi après ce dessin animé. Bon, on va pas refaire toute l'histoire du Tortue Ninja, mais rien que le premier numéro du comics a été une grande surprise, ils ont dû le rééditer, etc. Donc voilà, dès le début, ça a très bien marché, mais c'est rien par rapport à la baffe qu'a mis ce dessin animé. Donc, mais voilà, de nouveau, aujourd'hui, c'est quand même un peu plus difficile de le conseiller, même si beaucoup de choses ont été créées à travers ce dessin animé, notamment les bandeaux de différentes couleurs. Mais on n'est pas là pour parler Tortue Ninja, on en reparlera une prochaine fois. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les adaptations de comics Marvel. Et là, bah, c'est déjà un peu plus discutable des années 90. Pourquoi? Parce qu'il y en a 4-5 à la qualité assez discutable. Et notamment au niveau de l'animation, ce sont des séries qui ont très très mal vieilli. Autant Batman et Tortue Ninja, et comme je l'ai dit, surtout Tortue Ninja, sont révélateurs des années 90, mais quand même surtout au niveau du contenu. Au niveau des dessins aussi, mais surtout au niveau des contenus. Tandis que là, pour ces séries-là, il n'y a pas moyen de se tromper. C'est clairement les années 90, voilà. Donc voilà, encore aujourd'hui, même à un fan de Marvel, c'est assez difficile de conseiller ces séries-là. Au final, on dit souvent qu'il n'y en a que deux qui sont sortis du lot, donc c'est les images suivantes. Donc c'est X-Men de 92 et Spider-Man de 94. Bon, c'est à tel point que du coup il y a une suite à X-Men 92 qui a été diffusée. La première saison est déjà sortie
la deuxième saison a été annoncée. Donc voilà, vous imaginez un dessin animé qui a une suite 30 ans après, c'est quand même pas rien, et pourtant ils l'ont fait, c'est dire le rayonnement qu'avait ce dessin animé, et il faut dire il y a des arguments qui expliquent, je veux dire, cette réussite, ce rayonnement. Le premier, c'est le ton utilisé par le générique, par le dessin animé, qui est quand même très représentatif des comics, très sombre, beaucoup plus sombre que d'autres séries de cette époque, même si ça reste bien plus sombre que les dessins animés qu'on a aujourd'hui, on va dire. Le côté double lecture ou les choses comme ça, sous-entendu, le sous-texte souvent aujourd'hui t'oublie, tandis qu'à l'époque c'était un peu plus monnaie courante, mais ça l'est d'autant plus dans cette série animée X-Men 92. L'animation n'était pas mauvaise, même si moi, c'est ce qui m'a calmé. C'est pour ça que je n'ai pas dépassé la première saison pour cette série animée. C'est parce que cette animation est typique des années 90 et reprend du coup tous les codes, enfin pas tous non plus, mais beaucoup des codes que je vous ai décrits tout à l'heure, avec voilà les gros muscles, les gros flingues, les machins, c'est vraiment pas pour moi. C'est une époque au niveau animation, au niveau dessin que je ne peux pas, que je ne supporte pas. Déjà quand j'étais gosse, du coup, ça ne m'intéressait pas. Ce côté testostérone, encore et encore et encore, ça ne m'a jamais plu. Donc du coup, voilà, ça c'est un dessin animé que j'avais toujours mis de côté et que j'ai réessayé que bien plus tard et j'ai toujours pas pu. Par contre, pour Spider-Man de 94, là, je suis un immense fan. C'est un dessin animé que j'ai déjà vu 5 fois, que je suis en train de regarder avec ma fille actuellement. On en est à la saison 2. Où voilà, on est toujours sur une animation des années 90, moins sombre que X-Men 92, même s'il y a des épisodes un peu plus costauds quand même. Mais l'animation reste quand même plus fluide, plus dynamique. On sent le côté vraiment agile aérien de Spider-Man, alors que c'est quand même pas si facile que ça à représenter. Les petites scènes 3D glissées ci et là dans le dessin animé, bon, aujourd'hui elles font un peu rire, mais à l'époque, sans aller jusqu'à dire que c'était révolutionnaire, ça faisait quand même son petit effet. Donc voilà, ça, ce sont quand même deux séries animées que l'on conseille assez souvent à des personnes aux visiteurs d'un MCU par exemple. Rien que ça, quand on parle de séries animées des années 90 du côté de Marvel, on aura tendance à conseiller les deux là. Plus X-Men quand même, faut être honnête. Mais voilà, les deux ont clairement aussi marqué toute une génération de petits garçons et de petites filles. J'en profite pour rabâcher les esprits X-Men 97, gros banger, c'est excellent. Donc si vous avez aimé X-Men de 92, voilà, ce n'est que la naturelle continuation de cette série-là. Et je pense que même vous allez peut-être plus apprécier X-Men 97 que la série de base. Surtout, en plus je sais que voilà, toi le côté graphique, ça te dérange un peu. Et là pour le coup dans 97 c'est un peu plus... Ils l'ont calmé. Oui, c'est ce que tu m'avais dit la dernière fois. Il C'est faut pour la ça. regarder, il faut la regarder. Ouais, bah, oui, mais moi, sur le principe, ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est attaquer une série limite à sa saison 6, quoi. C'est surtout ça qui me dérange. C'est un peu con quand même, même s'ils ont repris à zéro, mais bon. Mais il C'est faut que très je le dommage. fasse. Je vais me le faire, je vais me le faire. Ouais. Alors, ce blocage-là, je pense qu'il pourra très vite être comblé par les qualités de la série. Mamma mia. Alors là, on attaque une partie bien plus discutable. Alors, les films de super-héros, adaptation de comics dans les années 90. Il faut pas croire, hein, il y a plusieurs films de super-héros qui qui ont quand même traversé ces années 90, qui ont marqué une génération de fans. Maintenant, reste à voir si dans le lot il y a des films Marvel ou pas. On va voir ça. Suspense. Oui, il y en a hors Marvel qui nous ont marqué. Est-ce que tu arrives à les citer? Est-ce que tu les reconnais? Bien sûr, il y a Darkman, Batman le défi, les Tortues Ninja, alors lequel je sais pas, et bah, le masque. Exactement. Donc j'ai un peu regardé la liste des films qui étaient sortis dans les années 90 parce que bah, j'en ai beaucoup en tête, puisque encore une fois il s'agit de ma génération.
Mais bon, de là à tous les connaître, non. Donc je me suis quand même penché sur la liste. Je pense sans me tromper que ce sont vraiment ces 4 films-là qui ont marqué les esprits dans les années 90, hors Marvel. Maintenant, on va voir ce que proposait Marvel du coup à la même époque. Attention, l'ambiance va être un petit peu différente, hein. Alors, comment dire? Non mais rien qu'en comparant les images des trois là et de ce qu'il y avait avant, rien que là, on voit une différence, quoi. C'est quand même complètement fou. Alors après, il y a une explication pour chacun de ces 3 films. C'est ça déjà qui est assez dingue. À gauche, pour Captain America, il s'agissait tout simplement d'un studio mineur, hein, qui avait récupéré les droits de Captain America, qui du coup n'avait pas beaucoup d'argent. Donc ils ont fait un peu ce qu'ils pouvaient avec les moyens qu'ils avaient. Ce qui explique du coup le côté années 90 de la série, d'accord, mais aussi le côté vraiment cheap de la série. Concernant le deuxième, c'est tout simplement un long métrage basé sur la série Hulk. Euh, donc la série Hulk, tu l'as pas vu, mais tu sais qu'il y en a une qui a marqué les esprits, je suppose, Martin, avec le Lou Ferrigno. Oui, oui. D'ailleurs, moi, je dirais pas qu'elle est si mauvaise que ça. Ah, tu as regardé quelques épisodes? Alors, j'en ai des bribes assez lointaines, mais des échos que j'en ai eu, c'était pas. Enfin, c'était pas non plus genre excellent, tu vois, mais ça. Après, moi, j'ai un peu de mal avec le concept même, truc, mais c'était pas pour l'époque. Je trouve que c'était un louable comme Bah, tentative. Lou Ferrigno est entré dans la légende rien que par rapport à cette série télé, donc c'est pas pour rien, elle a effectivement marqué les esprits. Mais en attendant, il s'agit là donc d'un long métrage par rapport à cette série télé. Il y en a eu plusieurs, hein, le procès de l'incroyable Hulk par exemple, des trucs comme ça, et là c'est la mort de l'incroyable Hulk. Avec Daredevil. On reste sur. Oui, exactement, il y en a même un Vector aussi, je crois. Mais on reste du coup sur un long métrage basé sur une série télé. C'est voilà, ça n'a rien à voir avec un film du MCU, ça n'a pas les moyens d'un véritable film. Et le dernier, bon, c'est encore pire. Je pense que tu connais l'histoire derrière ce film-là. Bah oui, c'est les 4 Fantastiques de Roger Corman qui s'est fait entuber depuis le début, quoi. Ouais, exactement. C'est-à-dire que là, l'idée, c'était vraiment, c'est tellement ahurissant Cynique. que tout le monde connaît cette histoire. Donc en fait, ils ont fait un film 4 Fantastiques parce qu'ils avaient les droits des films 4 Fantastiques, enfin des 4 Fantastiques, de créer des adaptations, et ils étaient sur le point de les perdre, sauf s'ils mettaient en place une adaptation, ce qui avait pour effet du coup de reculer un peu la date à laquelle ils devaient redonner les droits des films 4 Fantastiques. Du coup, ils ont fait ce film-là euh, sans prévenir personne, en mode on va faire un film 4 fantastique. Donc les acteurs et le réalisateur, tout le monde était convaincu qu'il s'agissait d'un véritable film. Et en fait, à la fin, ils l'ont tout simplement pas exploité. Ils ont juste dit à la fin à tout le monde ah non, mais en fait, c'est parce qu'on allait perdre les droits, donc on était obligé de faire un film. Voilà, on l'a fait, donc vous inquiétez pas, maintenant on a les droits. Tout va bien, par contre, le film, on s'en contrefou. On va rien en faire du film, laissez tomber. Donc, voilà à quoi ressemblaient les films Marvel dans les années 90. Sauf, il y a quand même une petite exception, l'honneur est sauf, puisque c'est à la fin des années 90 qu'il y a Blade premier du nom qui va débarquer, donc en 98 avec Wesley Snipes dans le rôle titre. Euh, bon, non seulement il s'agit du meilleur des 3 films Blade, mais en plus il s'agit d'un bon film au sens large, déjà un bon film, une bonne adaptation comics, une bonne adaptation comics Marvel. Bon, en plus il s'agit d'un bon film, il n'est pas rare que tu apprécies Blade, même si tu connais rien en comics. Voilà, c'est clairement un film, j'irai peut-être pas jusqu'à dire culte, j'irai peut-être pas non plus jusqu'à dire que c'est un film que l'on conseille à tout prix, mais quand on est lecteur de comics, il est à voir, et à l'époque, il a eu son petit impact. Clairement, moi c'est un film que j'apprécie. Bah, c'est le seul Blade que j'ai d'ailleurs en Blu-ray, les deux autres je ne les ai pas. Mais bah voilà, comme Matt le dit, les gens ne savaient même pas que c'était un comics à l'époque, mais pourtant c'en était un. Et voilà, bon film, avec un bon Wesley Snipes, et un univers complexe et bien représenté, je trouve. Tu avais apprécié aussi, Martin, je suppose. Oui, oui, oui. Et même il y a un petit charme, alors peut-être pas désuet, mais c'est très ancré dans son époque. Et je sais pas, il y a ouais, un côté un peu capsule temporelle, et il y a même des choses qui devraient m'énerver en temps normal, genre le côté costume en cuir.
La chorégraphie des combats est vraiment pas genre très bien recherchée, mais le film est foutu de telle manière à ce que tout passe avec un certain niveau de cool qui devrait pas être là, mais qui est quand même là. Et je sais pas pourquoi, mais ça marche. Ouais, je suis totalement d'accord. C'est un film qui a marché, tout simplement. Je sais même pas s'il s'y attendait, au final, mais c'est un film qui a marché. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en termes de conclusion, Martin? Elle ressemble à quoi ces années 90, du coup, du côté de Marvel? Est-ce que c'est effectivement la pire décennie de Marvel, selon toi? Oui, Ouais, quand même. oui, oui. Bah en fait c'est vrai que quand on est dedans, c'est un peu compliqué à distinguer, mais ouais, c'est leurs 7 meilleurs parmi leurs 7 meilleurs créatifs qui se barrent et qui créent quelque chose qui va foutre la merde dans le l'ordre établi du système des comics. On a une crise financière, l'éclatement de leur propriété intellectuelle, des adaptations qui étaient vraiment pas, enfin qui étaient que trop rarement bonnes. Bon, franchement, ouais, c'était un peu la. Et puis, autant pour le coup, je pense que d'ici, dans les années 90, ils ont réussi à faire la mort de Superman et le Nightfall qui a réussi à les sauver un peu de la catastrophe. Et les films aussi qui les aidaient à le garder dans l'esprit collectif. Mais Marvel, ils ont pris un peu plus cher, quoi. Je pense que c'est même eux qui ont plus pris euh, cher avec l'éclatement de la bulle, notamment. Alors, je suis assez d'accord avec toi. Alors, ce que tu as dit est important. Quand tu es dedans, tu ne te rends pas forcément compte et tu vois pas forcément les codes en question. Mais aujourd'hui, avec les reculs, quand tu vois les différents codes liés, donc, par exemple, à la partie graphique, et que tu fais le cumul de tout ça, donc le dessin, le départ des sets, la qualité des scénarios, on n'en a pas trop parlé aussi, mais il faut partir du principe qu'étant donné qu'on faisait de plus en plus de numéro 1 pour satisfaire de plus en plus les lecteurs, ça sous-entend aussi que l'on donnait de plus en plus de taf aux scénaristes, parce qu'on n'a pas forcément embauché les scénaristes en conséquence. Donc du coup, ils avaient beaucoup moins de temps aussi pour réécrire leurs comics. Et donc, bah, sans surprise, le scénario aussi en pâtissait. Donc quand tu es dedans, ou quand tu te mets dedans dans les années 90 et que tu n'as pas de point de comparaison, ça passe nickel. Aujourd'hui, quand quand tu lis les comics d'aujourd'hui et que tu vois les comics des années 90, c'est assez difficile. Et quand tu as quand même plus de connaissances sur les comics et que tu as une vision assez historique de l'évolution du comics, tu sais aussi que ça reste une décennie qui n'est pas exceptionnelle sur de très nombreux points. Alors attention, encore une fois, il s'agit d'un live, on essaie d'aller à l'essentiel. Ça ne veut pas dire que tout ce que nous disons sont des règles d'or. Donc on n'a pas dit une seule fois que tout était à chier dans les années 90, attention. On est juste en train de faire le point. Et effectivement, il y a bien plus de mauvaises choses que de bonnes choses. Il y a des bonnes choses, mais maintenant, si on devait faire un résumé de cette décennie, c'est difficile de la résumer d'une autre manière que par c'était pas ouf. D'autant plus que bah, là, encore une fois, dans la convention, on a parlé que des comics, mais là, on a aussi parlé des dessins animés et des films. Comme vous avez pu le voir, comme pour les comics, il y a des bonnes choses, mais sur un plan plus large, plus général, c'est quand même assez difficile, c'est quand même assez discutable.